Il y a encore quelques problèmes. Bon, on commence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans nos cycles de conférences, depuis 10 ans que nous les organisons, nous avons périodiquement demandé à des scientifiques de venir nous faire des réflexions sur la science, sur la responsabilité du savant. Et je crois que c'est particulièrement nécessaire de le faire parce que nous avons un peu tendance au CERN à nous prendre pour des gens extraordinaires qui font toutes des choses théoriques pas dangereuses du tout, qui font une collaboration européenne exceptionnelle. Alors, toujours pris par ces belles idées, on a un petit peu trop tendance peut-être à s'en satisfaire et ne pas se poser des questions plus profondes. Et je crois que c'est pour justement aller un peu plus loin qu'il est utile d'avoir des conférenciers comme M. Grothendieck que nous avons ce soir, et je lui passe immédiatement la parole. Merci. On vous laisse comme ça, hein? Et je parle. Voilà. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler au CERN. En fait, je pense que pour beaucoup de personnes dont moi j'étais jusqu'à nouvel ordre, le CERN est une des quelques citadelles, si on peut dire, d'une certaine science, d'une science de pointe en fait. La recherche nucléaire, pensais-je jusqu'à aujourd'hui, on m'a détrompé, il paraît qu'au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, on ne fait pas de recherche nucléaire. Mais en fait, quoi qu'il en soit, je crois que dans l'esprit de beaucoup de gens, le CERN en fait, et la recherche nucléaire est indissolublement associée pour, je crois, également beaucoup de gens, à la recherche militaire, aux bombes A et H, et aussi à une chose dont les inconvénients commencent seulement à apparaître, la prolifération des centrales nucléaires. En fait, disons, l'inquiétude qu'a provoqué depuis la fin de la dernière guerre mondiale la recherche nucléaire a été en train de s'effacer un petit peu à mesure que, disons, l'explosion de la bombe à Hiroshima et Nagasaki passait dans le passé. Bien entendu, il y a eu l'accumulation d'armes destructrices du type A et H qui maintenait pas mal de personnes dans l'inquiétude. Mais un phénomène plus récent, c'est qu'on s'aperçoit que la prolifération des centrales nucléaires, qui prétend répondre aux besoins croissants de la société industrielle en énergie, qu'on s'est aperçu que cette prolifération avait un certain nombre d'inconvénients, pour dire un euphémisme extrêmement sérieux, que ça posait des problèmes très graves. Alors, je crois que cette situation qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la survie de la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui a des règles. En fait, depuis 1 ou 2 ans que moi-même je commence à me poser des questions à ce sujet, eh bien, je me suis aperçu que finalement, dans chacune des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l'espèce humaine, eh bien, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle. La menace à la survie ne se poserait pas si l'état de notre science était celle de l'an 1900, par exemple. Je ne vais pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science. Bien entendu, il y a une conjonction de plusieurs choses, mais la science, l'état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important. Alors, je pourrais peut-être dire quelques mots personnels. Moi-même, je suis un mathématicien. J'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique. Et en fait, en ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j'ai faite et celle qu'ont fait les collègues avec lesquels j'ai été en contact semblaient
très éloigné de toute espèce d'application pratique. Et pour cette raison, je me sentais pendant longtemps particulièrement peu enclin à me poser des questions sur les tenants aboutissants, en particulier sur l'impact social de cette recherche scientifique. Et ce n'est qu'à une date assez récente, depuis 2 ans, que j'ai commencé, comme ça progressivement, à me poser des questions à ce sujet. Et que je suis arrivé à une position depuis un an et demi, en fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. Je pense qu'à l'avenir, je n'en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à ma subsistance, puisque jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas d'autre métier que celui de mathématicien. Alors, je sais bien que ce genre de questions, je ne suis pas le seul à me les être posées. En fait, depuis une année ou 2, et même depuis les derniers mois, de plus en plus de personnes se posent des questions clés à ce sujet. Je suis tout à fait persuadé qu'au CERN également, beaucoup de scientifiques et de techniciens commencent à se poser. En fait, j'en ai rencontré, et peut-être que je peux ajouter que moi-même et d'autres connaissons des personnes au CERN qui, par exemple, se font des idées extrêmement sérieuses au sujet des applications dites pacifiques de l'énergie nucléaire, mais qui n'osent pas les exprimer publiquement parce qu'ils craindraient de perdre leur place ici. Et ceci n'est pas le cas seulement, bien entendu, au CERN. Je ne vais pas faire ici une critique uniquement pour... je ne vais pas dire qu'il s'agisse ici d'une atmosphère qui serait spéciale au CERN. Je crois que c'est une atmosphère qui prévaut dans la plupart des organismes universitaires ou de recherche en France et en Europe, et même dans une certaine mesure aux États-Unis, où les personnes qui prennent le risque de s'exprimer ouvertement au sujet de leur réserve, même sur un terrain strictement scientifique, concernant certains développements scientifiques, sont quand même une infime minorité. Alors, donc, depuis 1 an ou 2, je me pose des questions. Je ne les pose pas seulement à moi-même, je les pose aussi à des collègues. Et tout particulièrement depuis plusieurs mois, 6 mois peut-être, je prends toute occasion de rencontrer des scientifiques, que ce soit dans des discussions publiques comme celle-ci, ou en privé, pour soulever ces questions. En particulier, pourquoi faisons-nous de la recherche scientifique? Une question qui est pratiquement la même, peut-être à longue échéance du moins, que la question « allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Et la chose extraordinaire, c'est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d'entre eux, simplement cette question est si étrange, si extraordinaire, qu'ils se refusent même de l'envisager. En tout cas, ils hésitent énormément à donner une réponse, quelle qu'elle soit. Alors, lorsqu'on parvient à arracher une réponse dans des discussions publiques ou privées, généralement, ce qu'on entend, c'est, par ordre de fréquence de réponse, la recherche scientifique, j'en fais parce que ça me fait bien plaisir, parce que j'y trouve certaines satisfactions intellectuelles. Et puis parfois, les gens disent, eh bien, je fais la recherche scientifique parce qu'il faut bien vivre, parce que je suis payé pour ça. Eh bien, en ce qui concerne la première motivation, je peux dire que c'était ma motivation maîtresse pendant ma vie de chercheur. Effectivement, la recherche scientifique me faisait bien plaisir et je me posais guère de questions au-delà. En fait, si ça me faisait plaisir, c'était en grande partie parce que le consensus social me disait que c'est une activité noble, une activité positive, une activité qui valait la peine d'être entreprise, sans du tout d'ailleurs détailler en quoi elle était positive, en quoi elle était noble. En tout cas, l'expérience directe, évidemment, me disait que ensemble avec mes collègues, nous construisons quelque chose, nous construisons un certain édifice. Il y avait un sentiment de progression qui donnait un certain sentiment d'achievement, de plénitude, disons, et en même temps une certaine fascination dans les problèmes qui se posaient.
Mais tout ceci, finalement, ne résout pas la question à quoi sert socialement la recherche scientifique. Parce que si elle n'avait comme but que de procurer du plaisir, disons, à une poignée de mathématiciens ou d'autres scientifiques, sans doute la société hésiterait à investir des fonds considérables en mathématiques qui ne sont pas très considérables, mais dans les autres sciences, elles peuvent l'être. Et sans doute la société hésiterait aussi à payer tribut à ce type d'activité, tandis qu'elle est assez muette sur des activités peut-être qui demandent autant d'efforts, mais d'un autre type, comme de jouer aux billes ou des choses de ce goût-là. On peut développer à l'extrême certaines facilités, certaines facultés techniques, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles ou autres. Mais pourquoi y a-t-il cette valorisation de la recherche scientifique? Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, en parlant avec beaucoup de mes collègues, je me suis aperçu au cours de l'année dernière qu'en fait, ce plaisir que les scientifiques sont censés retirer de l'exercice de leur profession chérie, c'est un plaisir qui n'est pas un plaisir pour tout le monde. En fait, je me suis aperçu avec stupéfaction qu'en fait, pour la plupart des scientifiques, la recherche scientifique était ressentie comme une contrainte, comme une servitude. En fait, la recherche scientifique, c'est une question de vie ou de mort en tant que membre considéré de la société, disons, de la communauté scientifique. La recherche scientifique est un impératif pour obtenir un boulot, une fois qu'on s'est engagé dans cette voie sans savoir très bien à quoi elle correspondait. Une fois qu'on a son boulot, c'est un impératif pour arriver à monter en grade. Une fois qu'on est monté en grade, à supposer même qu'on soit arrivé jusqu'au grade supérieur, c'est un impératif pour être considéré comme étant encore dans la course. On s'attend à ce que vous produisiez. La production scientifique, comme n'importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi. Et dans tout ceci, c'est ça la chose remarquable, finalement, le contenu de la recherche passe entièrement au second plan. Il s'agit de produire un certain nombre de papiers. Dans le cas extrême, on va mesurer la productivité scientifique au nombre de pages qui ont été publiées. Sous ces conditions, certainement, pour un grand nombre de scientifiques, certainement pour l'écrasante majorité, à l'exception véritablement de quelques-uns comme ça, qui ont la chance d'avoir, disons, des dons exceptionnels ou d'être, disons, dans une position sociale et disposition d'esprit qui leur permettent de s'affranchir de ce sentiment de contrainte, pour la plupart, la recherche scientifique devient une véritable contrainte qui tue le plaisir qu'on peut avoir à l'effectuer. Mais c'est une chose que j'ai découverte avec stupéfaction parce qu'on n'en parle pas, parce que entre, disons, entre mes élèves et moi, sans même que je m'en aperçoive, je pensais qu'il y avait des relations, disons, spontanées, égalitaires. En fait, c'était une illusion dans laquelle j'étais enfermé. Il y avait relations hiérarchiques et les mathématiciens qui étaient mes élèves ou qui se considéraient comme moins bien situés que moi et qui ressentaient, disons, une aliénation dans leur travail, eh bien, ils n'auraient absolument pas eu idée de m'en parler avant que, de mon propre mouvement, je quitte le ghetto scientifique dans lequel j'étais enfermé et j'essayais de parler avec des gens qui n'étaient pas de mon milieu, ce milieu de savants ésotériques qui faisaient de la haute mathématique. Alors, pour illustrer ce point, j'aimerais ici donner un détail très concret. J'ai été, il y a 2 semaines, j'ai fait un tour en Bretagne. J'ai eu l'occasion, entre autres, de passer à Nantes, où j'ai vu des amis, où j'ai parlé dans une maison des jeunes de la culture, sur le genre de problèmes que nous abordons aujourd'hui. Et j'y étais le lundi. Comme mes collègues de l'université de Nantes étaient avertis de ma venue, ils avaient demandé, in extremis, que je vienne le lendemain après-midi pour faire une causerie sur des sujets mathématiques avec eux. Or, il s'est trouvé que le jour même de ma venue, un des mathématiciens de Nantes, M. Molinaro, s'est suicidé. Et donc, à cause de cet incident malheureux, la causerie mathématique qui était prévue a été annulée.
Et au lieu de ceci, bon, j'ai contacté un certain nombre de collègues là, j'ai demandé s'il était possible qu'on se réunisse pour parler un peu de la vie mathématique et, disons, la vie à l'intérieur du département de maths à l'université, et pour également parler un peu de ce suicide. Et il y a eu une séance extrêmement révélatrice du malaise général cet après-midi à Nantes, où manifestement tout le monde qui était présent, avec une exception, je dirais, sentait bien clairement que ce suicide était lié de très très près au genre de choses comme précisément on discutait la veille au soir à la Maison des Jeunes de la Culture. En fait, je donnerai peut-être un ou deux détails. Il s'est trouvé que Molinaro avait deux thésifs auxquels il faisait faire des thèses, je crois, de 3e cycle, je crois que ce n'était pas des thèses d'État. Et bon, ces thèses étaient considérées comme n'étant pas de valeur scientifique suffisante. Elles ont été jugées extrêmement, de façon très sévère par Dieudonné, qui est un bon collègue à moi, avec lequel j'ai écrit ensemble un gros traité de géométrie algébrique. Donc je le connais très bien. C'est un homme qui a un jugement scientifique très sûr, qui est très exigeant vis-à-vis de la qualité d'un travail scientifique. Et alors que ces thèses étaient discutées pour la commission, comment ça s'appelle, pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'enseignant à l'enseignement supérieur, eh bien, il a saqué ces deux thèses et l'inscription a été refusée. Et ceci, bien entendu, a été ressenti comme une sorte d'affront personnel par Molinaro, qui a déjà eu des difficultés avant. Et bon, il s'est suicidé sous ces circonstances. En fait, j'ai eu un ami personnel qui est mathématicien aussi, qui s'appelait Terry Merkel, qui s'est également suicidé. Je connais un certain nombre de mathématiciens, puisque je parle ici surtout de mathématiciens, puisque c'est le milieu que j'ai le mieux connu, qui sont devenus fous. Je ne pense pas que ce soit une chose vraiment spéciale aux mathématiciens. Et je pense que le genre, disons, d'atmosphère qui prévaut dans le monde scientifique, qu'il soit mathématique ou non, une sorte d'atmosphère extrêmement, à l'air extrêmement raréfié, et la pression qui s'exerce sur les chercheurs est beaucoup sur ces cas malheureux, pour l'évolution de tels cas. Alors, ceci concernant le plaisir que nous prenons à faire de la recherche scientifique, je sais qu'il peut y avoir plaisir, mais je suis arrivé à la conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des gens haut placés, le plaisir des brillants, se fait aux dépens d'une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen. Il y a un autre aspect de ce problème qui dépasse les limites, disons, de la communauté scientifique, entre guillemets, de l'ensemble des scientifiques, à savoir que ces autres voltiges de la pensée humaine, elles se font aux dépens de l'ensemble de la population qui est dépossédée de tout savoir, en ce sens que dans l'idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable, c'est le savoir scientifique, c'est la connaissance scientifique. La connaissance scientifique, c'est l'apanage sur la planète peut-être de quelques millions de personnes. Tous ceux, donc peut-être une personne sur 1000, tous les autres, eh bien, ils sont censés ne pas connaître. Et en fait, quand on parle avec eux, ils ont bien l'impression de ne pas connaître. Ceux qui connaissent, ce sont ceux qui sont là où vous autres scientifiques, les mathématiciens, c'est très calé, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de commentaires critiques à faire sur ce plaisir que nous retirons de la science et sur ses à côté. Je pense en fait que ce plaisir est une sorte de justification idéologique d'un certain cours que la société humaine est en train de prendre. Et à ce titre, je pense que même la science la plus désintéressée, qui se fait dans le contexte actuel, et même la plus éloignée de l'application pratique, je pense, a un impact extrêmement négatif. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, je m'abstiens, dans toute la mesure du possible, de participer à ce genre d'activité actuellement.
Je pourrais préciser que la raison pour laquelle au début j'ai interrompu mon activité de recherche, c'était parce que je me rendais compte qu'il y avait des problèmes si urgents à résoudre concernant la crise de survie que ça me semblait de la folie de gaspiller des forces à faire de la recherche scientifique pure. Au moment où j'avais pris cette décision, je pensais consacrer plusieurs années à faire de la recherche, à apprendre, disons, certaines connaissances de base en biologie, avec l'idée d'appliquer, ensuite de développer des techniques mathématiques, des méthodes mathématiques pour traiter des problèmes de biologie. C'est une chose absolument fascinante pour moi, et néanmoins, pratiquement du jour au lendemain, à partir du moment où en fait un certain groupe d'amis et moi, on a démarré un groupe qui s'appelle Survivre, pour précisément nous occuper des questions de la survie. Mais à partir de ce moment, du jour au lendemain, l'intérêt pour une recherche scientifique désintéressée s'est complètement évanoui pour moi, et je n'ai jamais eu une minute de regret depuis. Alors, il y a, bien entendu, il reste la deuxième motivation, c'est que la science, l'activité scientifique nous permet d'avoir un salaire, nous permet de vivre, qui est en fait, je crois, la motivation principale pour, sinon unique, pour la plupart des scientifiques, d'après les conversations que j'ai pu avoir avec un grand nombre d'entre eux. Eh bien, il y aura aussi pas mal de choses à dire à ce sujet. En particulier, que pour les jeunes scientifiques ou futurs scientifiques, ceux qui actuellement s'engagent dans la carrière scientifique, ceux qui font des études de sciences, en s'imaginant qu'ils vont trouver un métier tout près qui leur procurera la sécurité, eh bien, je crois qu'il est généralement assez bien connu qu'il y a là une grande illusion. C'est qu'à force de produire des scientifiques, des gens hautement qualifiés, on en a produit vraiment de trop depuis le grand boom dans la production de jeunes savants depuis le Spoutnik il y a une quinzaine d'années, et qu'il y a de plus en plus de chômage dans les carrières scientifiques. C'est un problème qui se pose de façon de plus en plus aiguë, un nombre croissant de jeunes surtout, de jeunes scientifiques. En fait, aux États-Unis, on doit fabriquer chaque année quelque chose comme 1000 ou 1500 thèses rien qu'en mathématiques, et il y a à peu près, le nombre de débouchés est à peu près de l'ordre d'un tiers de ça. D'autre part, il n'en reste pas moins, lorsque la science nous permet d'avoir un salaire et de subvenir à nos besoins, c'est que les liens entre notre travail et la satisfaction de nos besoins sont pratiquement tranchés. Ce sont des liens extrêmement abstraits. Le lien est pratiquement formé par le salaire, mais nos besoins ne sont pas directement reliés à l'activité que nous exerçons. Et en fait, et c'est ça la chose remarquable, quand on pose la question à quoi sert socialement la science, eh bien, pratiquement personne n'est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons, elles ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a aliénation parfaite entre nous-mêmes et notre travail. Et je pense que là, ce n'est pas un phénomène qui soit propre à l'activité scientifique. Je crois que c'est une situation propre à pratiquement toutes les activités professionnelles, presque toutes, à l'intérieur de la civilisation industrielle. C'est un des très grands vices de cette civilisation industrielle. Eh bien, en ce qui concerne les mathématiques plus particulièrement, depuis quelques mois, j'essaie vraiment de découvrir une façon dont la recherche mathématique, celle qui s'est faite depuis quelques siècles, je ne parle même pas nécessairement de la recherche mathématique la plus récente, celle dans laquelle j'ai été encore impliqué moi-même à date assez récente,
Eh bien, à quoi est-ce qu'elle peut bien servir du point de vue de satisfaction de nos besoins? Eh bien, j'en ai parlé avec toutes sortes de mathématiciens depuis 3 mois. Personne n'a été capable de donner une réponse. Donc, devant des auditoires comme celui-ci ou des groupes de collègues plus petits, eh bien, personne ne le sait. En fait, je ne dirais pas qu'aucune de ces connaissances ne soit capable, dans une situation ou une autre, de s'appliquer pour nous rendre plus heureux, pour nous permettre un meilleur épanouissement, pour satisfaire à certains besoins, à certains désirs véritables. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé. Si je l'avais trouvé, j'aurais été beaucoup plus heureux, beaucoup plus content à certains égards, du moins jusqu'à une date récente. Parce que, après tout, je suis mathématicien moi-même, ça m'aurait fait plaisir de savoir que mes connaissances mathématiques pouvaient servir à quelque chose de socialement positif. Or, depuis 2 ans que j'essaie de comprendre un petit peu le cours que la société est en train de prendre, les possibilités que nous avons pour agir favorablement sur ce cours, en particulier les possibilités que nous avons pour permettre la survie de l'espèce humaine et pour permettre aussi une évolution de la vie qui soit telle que la vie soit digne d'être vécue, que la survie en vaille la peine, eh bien, mes connaissances de scientifique m'ont servi une seule fois. La seule chose à quoi ma formation de mathématicien m'est servie, ce n'est pas tellement ma formation de mathématicien, mais même mon nom de mathématicien, c'était que, puisque j'étais un mathématicien connu, j'avais la possibilité de me faire inviter par pas mal d'universités un peu partout, ce qui m'a donné la possibilité de parler avec beaucoup de collègues, d'étudiants, de gens un peu partout. En particulier, pour la première fois, ça s'est produit au printemps dernier, où j'ai fait un tour du Canada ou des États-Unis. En l'espace de 3 semaines, j'ai visité une vingtaine de campus. Et effectivement, de ces contacts, j'ai retiré un bénéfice énorme. Mes idées, ma vision des choses a énormément évolué depuis ce moment-là. Mais en fait, c'est donc de façon tout à fait incidente que ma qualité de mathématicien m'a servi. En tout cas, mes connaissances de mathématicien n'y étaient vraiment pour rien. Je pourrais ajouter que depuis le printemps dernier, j'ai pris l'habitude, lorsque je recevais une invitation pour faire des exposés mathématiques quelque part, que lorsque je les acceptais, c'était en demandant, c'était en explicitant que ça m'intéressait dans la mesure où un tel exposé me donnerait l'occasion de débattre de problèmes plus importants, tels que celui dont on est en train de parler maintenant, ici, et qu'en général, ça me donnait aussi l'occasion de parler avec des gens non mathématiciens, avec des scientifiques d'autres domaines de la science, et également avec des non-scientifiques. Et en fait, donc, je demandais à mes collègues mathématiciens qu'au moins un du département s'occupe de l'organisation de tels débats. Alors, ça a été le cas, par exemple, pour toutes les conférences que j'ai faites en Canada et aux États-Unis. En fait, il s'est trouvé que pas une seule fois jusqu'à maintenant, on a refusé cette proposition d'organiser des débats non techniques, non purement mathématiques, en marge de l'invitation mathématique au sens traditionnel. D'ailleurs, depuis ce moment-là, j'ai également modifié un peu ma pratique en introduisant également des commentaires, disons, préliminaires, critiques, dans les exposés mathématiques eux-mêmes, pour qu'il n'y ait pas une coupure trop nette entre, d'une part, la partie mathématique de mon séjour et l'autre. Donc, non seulement en annonçant le débat public plus général qui aurait lieu par la suite, mais également, par exemple, en prenant mes distances vis-à-vis de la pratique même d'inviter des conférenciers étrangers pour accomplir un certain rituel, à savoir faire une conférence de haute volée sur un grand sujet ésotérique devant un public, disons, de 50 ou 100 personnes, dont peut-être 2 ou 3 peuvent péniblement y comprendre quelque chose, tandis que tous les autres se sentent dans une position véritablement humiliée, parce qu'effectivement, ils sentent une contrainte sociale posée sur eux pour y aller. La première fois que j'ai posé la question clairement, c'était à Toulouse, il y a quelques mois, et j'ai senti effectivement une espèce de soulagement du fait que ces choses-là soient une fois dites,
Et pour la première fois depuis que je faisais ce genre de conférence, eh bien, spontanément, sans que rien n'était entendu à l'avance, eh bien, après la conférence mathématique qui effectivement était très ésotérique et qui en elle-même était très pénible et pesante, et j'ai eu à m'excuser plusieurs fois au cours de la conférence, parce que vraiment c'était assez intolérable, eh bien, immédiatement après, s'est instaurée une discussion extrêmement intéressante et bien précisément sur le thème à quoi ça sert, d'une part, ce genre de mathématiques, et d'autre part, ce genre de rituel de faire ces conférences devant des gens qui ne s'y intéressent rigoureusement pas. Bon, alors, mon intention n'était pas de faire ici une sorte de théorie de l'antiscience. Je vois bien que j'ai à peine commencé à effleurer quelques-unes des questions qui sont liées, quelques-uns des problèmes qui sont liés à la question « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Même parmi ceux qui étaient indiqués sous cette espèce de tract dont j'ai vu une copie, en un sens, même de ceux-ci, même celles qui étaient indiquées, on les a à peine effleurées ici. Par exemple, sur les possibilités éventuelles, sur les possibilités de développer une pratique scientifique entièrement différente de la pratique scientifique actuelle. Également, une critique plus détaillée, disons, de la pratique scientifique actuelle. J'ai parlé plutôt en termes assez concrets de mon expérience personnelle, de ce qui m'a été transmis directement par d'autres. Donc, donc là, j'ai parlé une demi-heure, c'est peut-être suffisant, et peut-être qu'il sera préférable que d'autres points soient traités peut-être un peu plus en profondeur au cours d'une discussion générale. Je voudrais simplement indiquer, avant de terminer mon petit laïus introductif, que j'ai ramené ici quelques exemplaires d'un journal que nous éditons qui s'appelle « Survivre et vivre ». En fait, il s'agit du groupe dont j'ai parlé au début, mais qui a changé son nom depuis quelques mois. Au lieu de « Survivre », d'après un certain changement d'optique assez important, assez caractéristique, il est devenu « Survivre et vivre », parce qu'au début, nous avons démarré sous la hantise, disons, d'une possible fin du monde, où l'impératif essentiel pour nous, c'était l'impératif de la survie. Et depuis lors, par un cheminement parallèle chez beaucoup d'entre nous, et d'autres d'ailleurs hors du groupe, nous sommes parvenus à la conclusion que au début, nous étions, si on peut dire, overwhelmed, comment est-ce qu'on dit, complètement écrasés par la multiplicité des problèmes extrêmement enchevêtrés, de telle façon qu'il semblait impossible de toucher à aucun d'eux sans en même temps amener tous les autres. Et finalement, on se serait laissé aller à une sorte de désespoir, de pessimisme noir, si on n'avait pas fait le changement d'optique suivant. C'est que, à l'intérieur, effectivement, du système de référence habituel où nous vivons, à l'intérieur d'un type de civilisation donnée, appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle, eh bien, il n'y a pas de solution possible. L'imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques, si vous voulez, est telle que il n'y a pas d'issue possible. Même au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques suffisamment sophistiquées, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux arriver à une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. C'est ça le changement d'optique extrêmement important. Pour nous, la civilisation dominante, la civilisation industrielle, est condamnée à disparaître dans un temps relativement court, dans l'espèce de peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, une génération, 2 générations, cet ordre de grandeur. Parce que les problèmes que pose actuellement cette civilisation sont des problèmes effectivement insolubles. Et nous voyons maintenant notre rôle dans la direction suivante, être nous-mêmes partie intégrante d'un processus de transformation, des ferments de transformation
d'un type de civilisation à un autre, que nous pouvons commencer à développer dès maintenant. Et dans ce sens, le problème de la survie pour nous a été, si on peut dire, dépassé et est devenu celui le problème de la vie, c'est-à-dire transformer notre vie dans l'immédiat, et de telle façon qu'il s'agisse de modes de vie et de relations humaines qui soient dignes d'être vécues et qui, d'autre part, soient viables à longue échéance, qui puissent servir comme des points de départ pour l'établissement de civilisations au pluriel, post-industrielles, de cultures nouvelles. Alors, pour les personnes d'entre vous qui sont intéressées à les avoir, par la suite, ça se vend à 2 francs français pièce, donc 1 franc 50 suisse. J'en ai rapporté une cinquantaine d'exemplaires. Comme ça nous coûte l'argent pour les produire, nous sommes bien obligés de les vendre. Alors, les personnes intéressées peuvent en prendre et mettront peut-être des sous là-dedans. Pour des abonnements, on peut écrire par exemple, à mon adresse, 211 avenue Kennedy, 91 Massy. De toute façon, les conditions d'abonnement sont écrites sur le fourbi. Bon, je crois que nous allons commencer les questions, le débat, ça dépend comment on l'appelle. Débat, oui. Alors, je voudrais simplement rappeler un petit point technique. C'est traduit, pour le moment, tout est traduit en anglais, quand on parle français et vice-versa. Alors, pour que les traducteurs puissent entendre vos questions, il faut que, quand on vous a donné la parole, vous poussiez sur le petit bouton qui se trouve au pupitre. Une lampe rouge s'allume, vous pouvez